Oui, petite réaction propositionnelle parce que viennent de sortir notamment la dernière chronique d'Anne-Cécile Maillefer sur France Inter, mais aussi celle de Nathalie Zadj sur Radio RCJ. Et je trouve qu'il y a un pont d'évidence entre les deux qui est intéressant. Je vous préviens, il risque d'être un petit peu déstabilisant pour les gens qui restent concernés par ce que je vais essayer de visibiliser justement, mais euh, Nathalie Zaj parle de la revendication de l'identité juive comme nécessité de sublimation de l'intériorisation du tabou contraint et du coup de la menace aliénatoire nihiliste, inductive, en quelque sorte, et donc pose la thématique sur le champ du psychologique. Euh, Anne-Cécile Maillefer parle de l'intouchabilité de l'ambitiosité fait le lien avec l'origine étymologique du vieux norrois. Mais cela continue d'occulter une évidence. Euh, Saint Louis a fait brûler le Talmud, non pas parce que l'identité juive, qui est en soi un essentialisme, puisqu'il n'y a pas un judaïsme, mais plusieurs, sinon il n'y aurait pas de distinction entre Maran, Séfarad, Ashkénaz, Yeshua, et ainsi de suite. Et la question est donc le problème de l'obsessionnalité essentialisante. C'est-à-dire que l'uniformité n'existe pas dans la nature. Le vivant est par définition mutagène. Mutagène. Donc cette question est en réalité absurde. Et je pense que c'est justement l'impossibilité perceptuelle de la considérer en tant que telle qui entrave reproductivement le cheminement évolutionnel d'en complexifier la problématique. Et c'est pour ça que j'essaye de le faire dans le verbatim et non pas dans le prédatif, parce que justement, le suprémacisme est une dyschronie, est une dyschronie. Il ne s'agit pas d'une interchronie, il s'agit d'une dyschronie. C'est-à-dire, c'est une schizophrénisation. Ce n'est pas une articulation, ce n'est pas un multiplexage. C'est une scission. Donc, tant que la réalité de ce rapport à l'identité perdure, je suis désolé, mais du point de vue psychopathologique, le cas de diagnostic approprié à cet état de fait, c'est le trouble dissociatif de l'identité narcissique profonde. Je, il me semble que je prends la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie dans leurs lettres de noblesse. Je n'invente pas ou je ne fantasme pas une projection maladive de ma part sur le sujet. Euh, le problème du Talmud, c'est le plébiscite de la pédocriminalité. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Donc la question de la sublimation de l'Ancien au Nouveau Testament dans la chrétienté n'est absolument pas une régression. C'est une sublimation de la reproductibilité de la violence épicyclique héréditaire. Donc c'est une médecine du terme lamed, sin en hébreu, qui a donné l'intelligence combinatoire et interprétative si chère au judaïsme. Donc pour moi il apparaît que la véritable question c'est pourquoi l'obsession monolectique et in extenso monolithique, euh, donc essentialiste, uniformisatrice, ne peut se poser pour certaines branches du judaïsme que en ces termes d'antitétie. Je pense que c'est la raison profonde de l'indépassabilité de leur propre violence, parce qu'il s'agit en réalité de l'impossibilité justement du saut de la foi, de risquer d'être jugé par ses pairs dans leur libre, pleine et entière euh, option de choix, de pardon ou non. C'est donc l'impossibilité de la réciprocisation du pardon dont il est question, puisque dans ce cas,
l'identitarisme n'est pas un facteur d'affirmation, mais de prédation, puisqu'il est perverti. L'identité n'est pas une combinatoire, c'est une caractéristique, précisément. Et donc, je voudrais permettre à Cécile Maillefert d'en bénéficier de la substantifique moelle, du nectar en avantage. Si l'on veut que l'amour triomphe et que le règne de la raison en advienne de par la signification profonde du terme amour qui, dans la chrétienté, est le corps de gloire du Christ, et donc en anglais to glow et higher, I-R-E, on voit bien comment, là encore, c'est un lien profond sémantique avec l'électrosphéricité planétaire. Donc ce lien cosmologique profond, et non pas fantasmatique, identitariste, ethnologique. C'est une inversion anthropomorphiste, ma thèse étant qu'elle est la réponse psychologique traumatique à l'insoutenabilité annihilatoire du déluge, et que c'est précisément ce degré d'intériorisation qui, ayant fait développer le fantasme d'autorité nécessaire de structuration à la recomposition d'un monde qui n'avait pas su s'en protéger, a donné la pratique, à mon sens, dégénérative des mutilations sexuelles infantiles rituelles tribales, son dogmatisme autoritariste, qui est la raison de l'indépassabilité des problèmes que je viens d'évoquer. Et donc, c'est pour ça que, voyant la tentation génocidaire venir par cette inertie du déni de la culture, de la légitimation d'une violence soi-disant nécessaire, j'avais proposé dès le début de la tentative à Netanyahou de s'arrêter et d'oser faire le saut de la foi de la médecine et de reconnecter profondément les antéogènes pour qu'ils puissent expliciter la névropathie qui l'anime, puisque nous savons tous qu'il a étudié au MIT, qu'il a été déraciné et transbahuté dans le suivi des activités de son père, et qu'il a essayé d'en tirer le moteur incarnationnel de la constitution d'un technodominion génocidaire. Donc, la raison même du problème est le projectif aliénatoire suprémacisant. Et le suprémacisme est un essentialisme malade. C'est-à-dire que la maladie ne perdure que dans l'absence de soins, si la physiologie humaine est homéostasique. Donc, c'est l'absence de richesse et proportionnalité des soins qui est la véritable solution. Et je suis désolé, mais en France, ce sont les deux principes du droit, proportionnalité, probité. Et c'est permis par le constitutionnalisme. Ce que n'a précisément pas l'État d'Israël. Ni constitution, ni déclaration de ses frontières au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, il ne peut se passer dans l'identité territoriale soi-disant juive que ce rapport pervers polymorphique intarissable, et donc cette exponentialité prédative de la carence identitaire profonde qui, à mon sens, est la dynamique profonde de cette obsession mondialiste de la carence de légitimité de l'identité juive, ce qui n'a rien à voir avec la protection des enfants des États souverains. Et donc, je pense que c'est l'absence de possibilité pour ces obsessionnalités-là qui est autogène. J'aimerais qu'on me démontre que j'ai tort. J'invite quiconque à essayer de trouver l'argument critique à cet exposé, et je serai tout à fait volontiers de l'entendre. Par contre, je ne vais pas m'interdire d'en exprimer la potentialité diagnostique, parce que c'est le sens même de l'empathie.
et qu'à ce moment-là, si l'expression est impossibilisée et criminalisée dans un rapport incriminogène, c'est une tyrannie, et puis c'est tout. Donc voilà, je pense que le discernement doit triompher, que lui seul permet l'apaisement, parce que la volonté n'est pas seule dans le progrès, elle est la pièce maîtresse du dépassement de l'acculturation. Et donc, pour terminer, je voudrais questionner le rapport de féminisme et patriarcat, parce que c'est un rapport antagonisationnel, et l'étymologie même du terme patriarcat est peut-être incomplète, puisqu'il est intéressant de questionner la possibilité d'une tyrannie à partir du moment où nous parlons de synarchisme et non de synergisme, puisque à ce moment-là, l'antagonisation patriarcat-matriarcat ne résout pas forcément la violence. On voit par exemple en criminologie que il existe des tueuses en série, il existe des pédophiles femmes, il existe des assassines femmes. Donc la question de la naturalité du genre ne résout pas la question de la violence. C'est pour ça que je trouve ça plus intéressant d'essayer de la situer dans la reproductibilité des emprises sectaires. Ce sont des questions d'emprise, ce sont des questions d'envenenemaison, ce sont des questions de carence médicale, ce sont des questions de carence des besoins. Et la question de la carence pose tout à fait la question du syndrome de la perversité narcissique et territorialement de la perversité polymorphique, puisque on peut questionner l'articulation de ce rapport projectif territorial à la carence identitaire intérieure. C'est pour ça que j'interviens à essayer de permettre l'universalité d'accès dans ces déclinaisons possibles, à ces structuralismes archétypaux profonds, parce que il me semble intrinsèquement, matériellement, réellement universel. C'est-à-dire que la condition physiologique première, atavique, est assez proto-similaire, et ce sont les constructions interactionnelles environnementales que nous en déployons derrière, qui déclinent, déploient nos spécificités. Mais, encore une fois, ce sont des questions de caractérisation qui ne peuvent pas devenir essentialité, puisque, dans ce cas-là, à quoi cela sert-il d'avoir cartographié l'intégralité de la planète ? De plus, nous commençons à cartographier l'univers. Donc, c'est pour ça que personnellement, je me sens plus proche de Jean-Pierre Petit dans sa réflexion quand il s'affirme en tant que finaliste et affirme que le moteur même du vivant, c'est l'encomplexification et l'extension du champ relationnel, et non pas assimilatoire, autoritariste, suprémaciste, prédatif, uniformisant, relationnel, interactionnel, multiplexant, enrichissant, réciproquement enrichissant. Et donc je voudrais conclure avec peut-être le problème du terme arca. Je pense qu'il s'agit plutôt d'arcane, au sens où c'est la tenue au secret dans les reproductions initiatiques. Parce que comment ne pas être secrétaire lorsque on ne peut pas identifier en conscientisation la troncature du terme, qui, encore une fois, peut être la raison de l'empêchement diagnostique. Voilà pourquoi je ne suis pas Hemingway, non, je ne bois pas. Ce que vous voyez est justement mon processus, non pas de votre inquiétance, mais de garantie de souveraineté de mon existence, puisque elle est la première brique élémentaire universelle à la résistance à tout processus aliénatoire quel qu'il soit. Voilà. Je vais pas continuer d'embrouiller tout le monde des heures, on fait ça petit à petit, mais je serais vraiment intéressé de vos réponses critiques, justement parce que je pense que nous nous le devons à l'heure actuelle.
j'ose croire que les théoriciens avaient raison et que l'histoire se répète, la première fois en tragédie, mais la seconde fois en farce, parce que il est temps d'arrêter les meurtres de masse, non?